Nous vivons des ruptures, alors qu'elles soient écologiques, technologiques, économiques, organisationnelles ou paradigmatiques, nous les subissons à répétition depuis quelques années. L'amplification de la pandémie du Covid-19 et surtout la peur injectée aux plus démunis psychologiquement agit alors comme un accélérateur de ces ruptures. Le stress, l'anxiété, les peurs, la dépression, mais aussi la colère, la confusion et les doutes sont devenus pour la plupart des émotions quotidiennes. Alors, certaines personnes d'ailleurs ne vivent qu'avec ces émotions depuis plusieurs mois. Ça a conduit à des dépressions profondes, de l'alcoolisme, des prises de drogue et des séparations. Et puis pour les plus fragiles, en n'ayant plus de ressources financières ni de ressources psychologiques, ça se finit en suicide. Et pourtant, il existe des personnes qui vivent ces ruptures avec aisance, avec clarté d'esprit, avec sérénité et même pour certains avec enthousiasme. Alors la question c'est, qu'est-ce qui fait que certaines personnes vivent les crises avec facilité et s'en servent même comme un tremplin et que d'autres les subissent? C'est tout simplement la manière dont ils le vivent, la manière dont ils vivent en fait leur journée et la manière dont ils réceptionnent aussi les informations psychologiquement. La psychologie est au cœur de notre vie, au cœur de nos actions, c'est elle qui dicte nos choix. Et si vous voulez faire partie de ceux et celles qui seront toujours en bonne santé mentale, quels que soient les événements, alors vous devez impérativement reprendre le contrôle sur votre état psychologique. Reprendre le contrôle sur notre état psychologique, c'est ce que nous allons voir dans cette première vidéo d'une série de 4 qui s'appelle « Comment se réinventer en 2020 ». Et cette vidéo parlera essentiellement de la manière dont nous vivons les chocs et comment nous pouvons les surmonter psychologiquement. Alors, quelle que soit votre position, votre avis sur la manière dont vous avez vécu ou que vous vivez encore cette crise, je sais que ça m'intéresse et que votre histoire aussi intéressera sûrement aussi les autres personnes de la communauté. Alors n'hésitez pas à nous partager vos impressions dans les commentaires et à nous mettre un petit j'aime. Tout d'abord, essayons de comprendre comment se propage la peur de manière collective, car force est de constater qu'elle s'est diffusée beaucoup plus rapidement que le virus lui-même. D'ailleurs, on parle plus du virus de la peur que d'un virus mortel. Pour démarrer, observons comment, sans savoir ce qui se passe vraiment autour de nous, comment est-ce que nous nous comportons par mimétisme face à un danger hypothétique. Pour cela, je vais vous faire voir un court extrait d'une vidéo des travaux de Meïd Moussaïd, chercheur en sciences cognitives et qui est spécialisé dans la fouloscopie. La fouloscopie qui est la science du comportement des foules, des paniques, des mouvements de foule, de la propagation des rumeurs, d'intelligence collective, mais aussi des réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur lui, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. La fouloscopie explique que ces mouvements de foule se rapprochent à une forme de contagion et que même sans savoir ce qui se passe, nous allons contaminer les autres, qui contamineront les autres à leur tour, créant des mouvements de panique sans même avoir évalué la situation préalable. Et dans la philosopie, il parle d'ailleurs d'épidémie de panique. Alors, regardons d'abord ce premier extrait d'épidémie de panique. Voilà, ça commence là. One of the survivors at Bataclan, who by the way is a gardener. Now, this place here is... There's shit happening. There's something going on here. People are running. Keep us alive, keep Okay. us alive. Okay. People are running away. We have... Qu'est-ce qui se passe? Ça faisait presque 10 ans que je travaillais sur les foules et j'avais jamais vu un mouvement de panique aussi massif. En fait, les gens étaient en train de se recueillir autour de la place de la République et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui a paniqué, qui a été imité par ses voisins, les voisins par leurs voisins, et puis en quelques instants, la place s'est vidée. D'ailleurs, dans les années qui ont suivi, il y en a eu beaucoup d'autres des mouvements de panique comme ça. Celui-là, par exemple, c'était pendant la retransmission d'un match de foot à Turin. Il y a un gars qui avait un comportement suspect avec un sac à dos et les gens à côté ont cru que c'était un terroriste et tout le monde a commencé à courir. Et le problème de la place San Carlo à Turin, c'est qu'il y a beaucoup de goulots d'étranglement, comme avec ces arches-là. Et du coup, dans la bousculade, les gens se sont retrouvés écrasés contre les murs et puis ça a fait plus de 1500 blessés et un mort. Ah, celui-là, je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo. On ne sait pas d'où est partie la panique exactement. Là, vous voyez, derrière, il y a des gens qui commencent à arriver en courant et tous ceux qui les voient, ils se mettent à courir à leur tour. Et ça s'est propagé comme ça à presque tout le centre-ville de Nice, autour du cours Saleya. Alors à Toronto, c'était après la victoire des Raptors en NBA. Et ce qui est super intéressant sur cette vidéo, c'est qu'on a une vue aérienne.
Il y a une première vague de panique là, pouf, avec la poussière et tout. Et la deuxième vague qui arrive un peu après. Impressionnant. Intéressant, non? En grandeur nature. Mais continuons. Si on regarde cette simulation créée pour anticiper les mouvements de foule lors de concerts ou d'événements de grande envergure, vous pouvez voir en bleu les différentes personnes présentes. Et là, en rouge, on va dire que c'est le patient zéro qui a vu quelque chose de suspect. Pour lui, bien sûr. Hein. Il va donc passer en mode fuite et vouloir sortir. Alors que les autres en bleu n'ont rien vu. Avant de lancer la simulation, regardons les réseaux de contact visuel qu'il y a entre les différentes personnes qui sont présentes dans ce même lieu. Le principe, c'est que dès qu'une personne est dans le champ visuel d'une autre, on trace un trait entre les deux. Par exemple, ici, on peut voir qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont en contact direct avec le patient zéro. Cela ne veut pas dire qu'ils ont vu l'objet suspect, mais qu'ils ont vu la personne qui va fuir. Donc regardons ce qui va se passer avec une probabilité élevée de 9 chances sur 10 afin de mieux comprendre le phénomène. Ici, on voit bien le rapport visuel appelé effet de transmission. Et voici la simulation dynamique maintenant. Si vous avez compris ce processus, vous pouvez alors le comprendre en termes d'émotion collective. Et avec la montée en puissance des réseaux sociaux, la facilité de diffuser une vidéo, ou un article ou juste un post, il est facile de saisir que des paniques émotionnelles peuvent alors circuler rapidement dans une communauté. Voici l'exemple, par exemple, d'une petite communauté sur un réseau comme Facebook. Celui ou celle qui lance l'info l'envoie à ses amis. Et ceux qui se sentent impliqués émotionnellement vont à leur tour la partager à leurs amis, et ainsi de suite. Pour des réseaux plus grands, ou pour des infos qui parlent exactement à l'émotion que l'on veut propager, accentuer, ou qui existent déjà et que l'on veut amplifier, les cascades de propagation peuvent être énormes. C'est ce qu'on appelle, par exemple, un post ou une vidéo virale. D'ailleurs, retenez qu'on utilise le même terme viral que pour un virus. Prenez note que, quelle que soit l'information propagée, si elle a un taux de viralité élevé, et si elle est la première, alors elle sera toujours la prédominante, comme pour ces mouvements de foule. Alors imaginez maintenant une information venant de personnes renommées ou ayant une forte influence, comme par exemple le président de l'OMS, et puis aussi tous les présidents du monde, des médecins et des journalistes, et à répétition et en même temps. Alors l'information aura une cascade de propagation vraiment énorme, et elle deviendra si importante que ces cascades peuvent envahir le monde entier, et chaque personne aux quatre coins du monde transmettra du coup une peur qui est infondée à son voisin, à ses membres de sa famille. Ce que nous sommes en train de vivre d'ailleurs avec le Covid, n'est-ce pas? La peur prend sa source dans notre cerveau. Psychologiquement, elle peut se traduire comme une projection dans un futur, d'un présent qui n'existe pas. C'est donc une distorsion perceptuelle, c'est-à-dire une imagination qui vient transformer notre champ de réalité. Donc pour bien comprendre ce qu'est une distorsion d'un champ de réalité, rappelez-vous par exemple votre pire colère envers une autre personne. Ça va? Et essayez de vous rappeler si le monde autour de vous, pendant cette colère, était joli. Si les gens que vous rencontriez à ce moment-là étaient agréables. Même chose, par exemple, lors de votre plus grande dépression. Quelle était la couleur du monde extérieur? Comment résonnaient les mots de vos amis? Comment résonnaient leurs conseils? Gris. Oui, pourquoi? Parce que votre champ de réalité était à ce moment-là connecté à vos émotions qui, elles, étaient négatives. Ceux qui ont pris, par exemple, du LSD ou des drogues psychédéliques dans leur vie vont parfaitement comprendre cette distorsion car, durant une prise de LSD, cette distorsion perceptuelle s'active à la vitesse de la pensée. Et la réalité du monde extérieur n'existe absolument plus du tout, mais est remplacée, on va dire, est transposée par une réalité visuelle, auditive et même sensorielle qui va être projetée par le cerveau à la vitesse de la pensée. Si vous avez de belles pensées, ce que vous voyez, ce que vous ressentez et entendez, alors est magnifique. On appelle ça un good trip ou un beau voyage. Si vous avez des pensées négatives ou morbides, alors ce que vous voyez ou entendez ou ce que vous ressentez à l'instant même est horrible. Et comme du coup, ça va générer d'autres émotions négatives, le processus va s'accentuer. On appelle ça d'ailleurs un bad trip ou un cauchemar, ça dépend. Et bien là, avec la peur, c'est la même chose. Alors bien sûr, elle prend sa source dans un processus biochimique. Là-dedans,
Hein, ça va être une sorte de grande fête avec tous les participants qui s'occupent de notre cerveau, où chacun va s'envoyer des infos, des shoots hormonales en guise de communication. Regardons par contre, maintenant, si vous voulez bien, la voie courte ou ce qu'on appelle la voie d'urgence de la peur. Comment est-ce que ça se passe dans notre cerveau avant de la comprendre psychologiquement? Celle qui est utilisée par exemple lors de pandémies de peur, okay, ou face à un danger devant nos yeux. Alors je vais vous la faire court. Hein, okay. Quand nous captons une information, celle-ci est dirigée vers le thalamus, qui est une sorte de garde-triage qui va renvoyer les informations vers le centre sensoriel concerné. Ce centre sensoriel, de concert avec l'hippocampe, qui est le siège de la mémoire à long terme, s'associe et vérifie si cette information n'est pas susceptible de déclencher une souffrance. Pourquoi? Parce que notre cerveau est programmé uniquement pour le plaisir. Mais je pense qu'il y en a qui l'ont oublié. Donc, si dans l'hippocampe un souvenir douloureux est mémorisé, alors l'amygdale, qui est en quelque sorte notre tour de contrôle de nos émotions, va pouvoir mettre le système nerveux en alerte et va envoyer le message à l'hypothalamus. L'hypothalamus, si vous voulez, est un peu le chef d'orchestre du système nerveux. Ensuite, suivant les besoins, le système nerveux sympathique ou parasympathique va s'activer. Pour notre cas, ce sera le sympathique, car ce système nous prépare à l'action. En l'occurrence, ici, si on a peur, la fuite, le combat ou la réaction, comme par exemple sur les réseaux sociaux. Il va faire quoi? Il va stimuler une glande qui se situe au-dessus des reins. Alors le nom pour moi est tellement impossible à dire que je vais vous l'écrire. Donc, cette glande qui va sécréter des drogues comme l'adrénaline ou la noradrénaline, permettant à l'organisme de se mettre en alerte. Et pendant ce temps-là, l'hypophyse va sécréter des hormones qui vont activer les glandes surrénales, et ces dernières vont sécréter l'hormone du stress, le cortisol. Ah! Vous vous rendez compte? Tout ça pour avoir peur. Et là, en fait, ça va très vite. Une fois que y a la cortisol qui est là, ça va très vite. Le corps est en alerte totale. Le système digestif est stoppé, le sang afflue dans les bras, mais il afflue aussi dans les jambes. C'est pour ça que des fois, on a les jambes qui tremblent. Et même le cerveau se vide à peu près de 70% de son sang. Bien oui, là, on va dire que pas la peine de réfléchir. On agit, comme on voit là sur les réseaux sociaux. On réagit. Hein, par exemple, vous savez, ceux qui partagent des articles en ayant juste lu le titre, sans même lire l'article de ce qu'il y a à l'intérieur. Ou ceux qui partagent des articles ou des vidéos, sans même mettre un petit texte pour indiquer de quoi ils partagent. Non, ils le partagent tout de suite, là. Pourquoi? Parce que le cerveau n'a plus de sang. L'émotion est tellement forte, donc la réflexion est à l'arrêt. Et là, ils se disent, mais elle est où la touche? Ah oui, elle est là. Partager. Et ils appuient sur le bouton partager l'article. Et c'est comme ça aussi que parfois on écrit des commentaires en criant sa colère. Bref, tout ça s'est produit en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Et donc, même s'il y a un réel danger dans le monde, comme par exemple on va imaginer une pandémie du siècle où tout le monde va mourir à cause d'un virus, et même si mon voisin en face de moi meurt devant mes yeux, la peur que j'aurai ne sera qu'une projection d'un hypothétique futur pour moi. Celle de ma propre mort, par exemple, si c'est vrai que ce virus va tuer tout le monde. Ou alors, l'autre projection, celle que de rien d'autre, puisque j'ai peur et que je ne réfléchis plus, et que le monde que je vois dans ma tête et autour de moi est lié à ma distorsion perceptuelle, celle qui me dit que je vais mourir. Donc, si vous comprenez bien ce processus, la peur l'emporte toujours dans un imaginaire. Et plus je vais l'alimenter, plus cet imaginaire va devenir ma réalité. D'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui, il y a déjà plus de 5000 ans que les sages hindous, vous savez, les gourous d'Orient, disent que nous vivons dans le monde de l'illusion. Et que les Tibétains le disent aussi, comme quoi nous vivons dans le monde de la Maya. Alors ce serait bien qu'un jour, on les écoute, non? Si vous voulez faire partie de ceux et celles qui vont vivre les 15 prochaines années de manière relativement stable, je parle psychologiquement, et pouvoir anticiper chacune des expériences qui se présenteront devant vous comme autant de défis à dépasser, alors oui, il va falloir utiliser un outil, qui depuis quelques décennies d'ailleurs a été mis de côté au profit de
la grande question, c'est comment faire? Premièrement, comprendre le processus de peur, comme nous l'avons vu, et dès qu'il se produit, ne pas rentrer en mode réaction. Pour vous entraîner, par exemple, c'est très simple. Dès que vous avez une émotion en lisant un post ou en regardant une vidéo, et parfois juste un titre, ne vous précipitez pas de suite à le partager. Encore moins à le partager sans texte au préalable ou un texte du genre « Regarde, c'est intéressant ». Ce qui est intéressant pour vous ne l'est pas forcément pour un autre. Ensuite, posez-vous la question. Pourquoi partager cet article et à qui? Et puis, rédigez un petit texte où vous allez pouvoir donner avec vos propres mots le pourquoi vous voulez le partager. Ça, c'est juste un entraînement mental pour apprivoiser vos émotions. Et vous verrez que dans 80% des cas, vous ne partagerez plus l'article. Deuxièmement, il va falloir bien comprendre les 5 ruptures que nous vivons actuellement et savoir où vous en êtes psychologiquement dans chacune d'entre elles aujourd'hui. Ça veut dire comment vous les vivez émotionnellement dans votre quotidien. L'idée, c'est de tellement être préparé que vous pourrez anticiper toute grande chute systémique. Car il est évident que si par exemple vous avez peur de sortir de chez vous à cause du Covid-19, il est clair que professionnellement ça ne va pas aller. Peut-être que cela va avoir aussi un impact dans votre vie de couple. Vous pourrez même rentrer en dépression faute de ne pas pouvoir avoir aucun contact avec vos amis. Donc il est important de connaître la situation, mais absolument pas nécessaire de l'amplifier, et la rendant plus pire, ou mieux encore, imaginairement plus pire. Ensuite, troisièmement, une fois avoir créé cette carte de votre positionnement psychologique vis-à-vis de ces ruptures, alors je les rappelle, c'est rupture écologique, technologique, économique, organisationnelle et paradigmatique, vous serez en mesure de savoir quelle prochaine étape sur laquelle vous allez devoir vous concentrer. Car je vous le rappelle, tous les phénomènes du monde apparaissent à votre esprit lorsque vous y portez attention. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Imaginez que vous vivez sans téléphone ni internet sur une île paradisiaque, comme ici à Bali, et à vous prélasser sur votre bateau, à aller sur la plage avec vos amis, à faire de la musique avec vos amis, à danser le soir, à échanger au coin du feu. Et ça a duré les 3 derniers mois. Vous n'aurez jamais su ce qui s'est passé dans le monde ces 3 derniers mois, et cela n'aurait rien changé à votre histoire, ni à l'histoire du monde d'ailleurs, non? Et puis vous revenez en ville, à Paris ou en Belgique par exemple. Et une fois la crise passée, vous voyez tous ces gens apeurés, en colère. Et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Ma question, c'est qui aura le mieux vécu psychologiquement? Bien. Mais je vous pose une autre question. Combien parmi vous avez décidé à un moment donné, durant la crise, de couper les réseaux ou les infos pendant que les annonces des gouvernements à répétition? Eh bien oui, je rappelle, je pense que beaucoup d'entre nous. Pourquoi? Parce que notre cerveau est programmé pour le plaisir. Donc à un moment donné, ça sature. Et pour être sain psychologiquement, il faut donc éviter absolument la saturation. Une autre question, c'est combien de bonnes nouvelles avez-vous lues par jour depuis ces 3 derniers mois? Ou mieux encore, avez-vous été vous-même chercher les bonnes nouvelles? Si vous voulez avoir une balance de bonnes et de mauvaises nouvelles, vous devez l'anticiper. Car ce que vous mettez dans votre cerveau, vous allez le croire. Cela va donc influencer votre journée et vos choix de demain. Par exemple ici, moi sur mon Google Alert, puisque c'est comme ça que je vais rechercher mes propres informations et non pas sur les réseaux, donc je vais regarder des informations qui m'intéressent aujourd'hui, vous voyez, j'ai des alertes sur artificielle intelligence, des alertes sur de bonnes nouvelles, alors sur coronavirus parce qu'on en parle, sur effondrement économique, effondrement systémique, et si on descend comme ça sur la finance, l'intelligence artificielle, sur l'invention, le crash boursier, les bases technologiques. Et là, pourquoi est-ce que j'ai mis bonnes nouvelles ou invention? C'est parce que quand je vais recevoir mes alertes, vous voyez, tout de suite aujourd'hui, j'ai pas lu, mais j'ai des alertes sur les bonnes nouvelles, tout ce qui se passe de bien dans le monde aujourd'hui. J'ai des alertes sur les inventions, toutes les nouvelles inventions qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux par rapport à mes filtres. Et donc, si vous voulez, en plus des autres sujets qui m'intéressent, ça me permet de ne pas surcharger mon mental d'infos négatives et de voir que le monde continue d'exister chaque jour. Et donc chaque jour, qu'est-ce qui se passe? Je reçois à peu près une vingtaine d'articles dans le monde et des bonnes nouvelles. Et je lis ceux qui m'intéressent. D'ailleurs, je ne regarde que les infos que par ce biais. Et puis donc, quatrièmement, pour pouvoir se réinventer psychologiquement, c'est mettre en place des stratégies journalières, psychologiques, pour pouvoir garder la tête froide, comme on dit. Alors bien sûr, ce serait trop long à détailler dans une seule vidéo sur YouTube, et c'est pourquoi, comme je vous avais promis, je vous invite à venir me rejoindre pour un webinaire gratuit de 2 heures,
où ensemble, nous allons visiter ces 5 ruptures. Vous allez faire du coup en même temps votre propre auto-analyse grâce à un outil que j'ai préparé pour vous, que vous pourrez télécharger, et ensemble, comme dans un séminaire, nous allons travailler dessus en temps réel. Donc une fois que vous aurez fait cette auto-analyse, vous saurez où vous en êtes vraiment aujourd'hui vis-à-vis de ces 5 ruptures. Ce sera d'ailleurs votre point de départ, car avant de partir en voyage, il est préférable de savoir ce que l'on a avec nous et où nous voulons aller. On finira ensuite le webinaire avec différentes actions à faire au quotidien pour garder une psychologie saine. Donc, pour vous inscrire, c'est très simple. Vous avez le lien qui doit être affiché en haut à droite de cette vidéo si vous êtes sur YouTube. Vous le retrouverez aussi à la fin de la vidéo et vous l'avez aussi dans la description. Donc voilà, n'oubliez pas que la vie est faite pour être vécue et non pour être subie. Et qu'aucun être au monde n'a le droit de vous imposer des émotions et des choix qui ne sont pas les vôtres. Et se renforcer psychologiquement est le premier pilier pour se réinventer, pour vivre comme un guerrier ou une guerrière les 15 prochaines années qui se préparent devant nous comme une bifurcation systémique. Ces prochaines années seront alors soit des good trips, soit des bad trips. Ça dépendra de la manière dont vous gérez vos pensées au quotidien. Pourquoi? Parce que j'aime dire que la qualité de nos pensées influence la qualité de notre vie. Donc, en espérant vous compter présent et présente pour ce premier webinaire de comment se réinventer en 2020, et merci de partager cette vidéo aux personnes que vous aimez afin qu'elles aussi puissent nous rejoindre. La semaine prochaine, nous verrons ensemble comment se réinventer relationnellement. Alors, si vous êtes en couple, ou si vous comptez le devenir, ou si votre couple bat un peu de l'aile, ne ratez pas l'épisode. Voilà, donc merci de m'avoir écouté, et si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit j'aime, ça me fera plaisir, et puis à vous aussi, et puis je vous dis à plus tard dans la vie. Merci, au revoir.